Je suis Colline Nelson, je suis co-responsable du Labo Nord Porte de l'Europe de la Fondation. Donc, à ce jour, il y a 3 laboratoires. Chacun a pour lieu d'être un lieu de création d'idées et de liens entre les acteurs du terrain. Mais ce soir, mon rôle est purement technique. Je vais assurer le bon déroulement de cette conférence. Donc, je vous invite à discuter ou à poser vos questions dans le chat. Et je laisse tout de suite la main à notre modérateur Bérangère Chaud et notre intervenant Jean Eudbiem. Et vous retrouve en fin de conférence. À plus tard. Et Bérangère, je vous laisse la parole. OK, merci Colline pour cette belle intervention, belle introduction. Bonsoir, bonjour chers tous. C'est selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment précis. Décalage horaire oblige. Alors, je suis Dr Bérangère Chaud. Je suis économiste des institutions et des technologies. J'ai pour mission de modérer les interventions entre les différentes parties prenantes à cette conférence qui est organisée par la FIDEMO. Alors, FIDEMO, comme l'a dit Colline tout à l'heure, c'est la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Et vous êtes à la bonne adresse. Remerciements appuyés donc aux fidèles abonnés et chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés de ce 4e cycle de débat citoyen, lequel débat vise à promouvoir la démocratie dans le monde, là où les alternances politiques pacifiques se font de plus en plus rares, où les aspirations du peuple à une inclusivité totale de tous les acteurs majeurs au processus démocratique et à des lendemains meilleurs sont de plus en plus manifestes. Justement, ce thème qui nous réunit ce soir tente à adresser ces questions fondamentales. Et cette problématique est libellée sous la forme suivante. Une autre démocratie est possible. Variation et alternative substantive sur l'organisation sociale, les idéologies et les régimes de prospérité. Ce sujet sera développé et décortiqué par un homme, et non d'un moindre, car il est à la fois universitaire, stratégiste, civil et diplomate culturel et scientifique. Il mène donc une double carrière dans le domaine universitaire et celui des organisations internationales. Il occupe le poste de conseiller scientifique au Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Directeur exécutif du projet de l'Institut africain de prévision depuis 2019, chercheur associé à l'Institut camerounais des relations internationales et chercheur senior à l'École internationale des forces de sécurité respectivement depuis 2014-2015. Érudit expérimenté avec une compétence avérée en analyse politique, durabilité, prévision stratégique, soutien à la paix et gouvernement, notre conférencier de ce jour est titulaire d'un PhD en théorie culturelle et politique obtenu à l'université Harvard en 2010. Comme vous l'avez remarqué, notre conférencier cumule une solide expérience dans l'engagement supérieur et dans l'enseignement supérieur du moins, et dans le secteur de la recherche universitaire. À ce titre, il est l'auteur ou co-auteur de plusieurs publications dont Politique et poétique de l'interface dans l'histoire littéraire africaine, paru en 2006, Illustration de l'Afrique ou le temps des traditions pour l'industrialisation et l'émergence du continent noir, qui est un néologisme co-publié avec Charles Bicquart, paru en 2020. Bref, cet homme n'est plus à présenter. Et c'est l'excellentissime Dr Jean Eudbiem. Docteur, vous avez 45 minutes pour nous gratifier de riches enseignements sur le thème de ce jour, après quoi viendra la séance de questions-réponses. Vous avez la parole, Jean Eudbiem. Merci beaucoup, cher Bérangère. Merci, Colline, pour l'introduction. Je remercie la Fondation de l'innovation pour la démocratie et spécifiquement Achille Mbembe qui ont eu la gentillesse de m'inviter à faire cette conférence. J'en profite évidemment pour présenter ou renouveler mes félicitations les plus chaleureuses à Achille pour le prix Holberg dont il vient d'être déclaré le lauréat pour 2024. Et je crois que c'est un petit commentaire avant de poursuivre, c'est
une sorte de message que le monde envoie à l'Afrique à travers cette attribution du prix à Achille. Je le dis parce que, en fait, Achille, qui est actuellement notre meilleur fleuron de la réflexion, notre meilleur fleuron scientifique et philosophique, son travail de 40 ans remarqué par les institutions suédoises qui attribuent le prix Holberg, ce travail commence tout entier sur l'héritage de la lutte. Et donc, au moment où les jeunes ont tendance à se désintéresser aussi bien de la réflexion, de la pensée, que des grandes luttes historiques, des grandes luttes qui ont fait l'histoire, pour s'intéresser au concret, c'est-à-dire en fin de compte la satisfaction des besoins animaux, des besoins primaires qui, globalement, quand on dit le concret, reviennent au besoin de satisfaire toutes ces nécessités pressantes de la nature comme manger, boire, se loger, se reproduire. Le message du monde, donc, de ce point de vue, à la jeunesse camerounaise, à travers Achille, c'est n'abandonnez pas l'héritage de la lutte. C'est le seul moyen de créer la possibilité d'un mieux vivre ensemble et pour tous. Et donc, il en est ainsi des luttes démocratiques qui secouent le continent aujourd'hui, de manière certes chaotique, mais qui n'est pas au-delà des mesures de contrôle, d'orientation que nous pouvons leur imprimer à partir de la réflexion à laquelle nous essayerons de nous livrer au cours de cet épisode, et bien sûr bien d'autres. Et donc, de ce point de vue, c'est pour moi une grande fierté de pouvoir donner cette conférence juste au lendemain de la victoire électorale de jeunes Sénégalais qui sont engagés pour la refondation des institutions de leur pays, pour la lutte contre la corruption, et qui, en récompense, la récompense du bon travail étant souvent plus de travail, en récompense, donc, ils ont été portés aux plus hautes fonctions de l'État dans ce pays phare en matière de démocratie en Afrique contemporaine. Cette actualité touche au cœur des pratiques sur lesquelles nous allons échanger. Et donc, toutes ces problématiques vont se confronter sur le nœud, ce que je qualifierais comme le nœud entre démocratie tout court ou démocratie actuelle et ce que nous appelons, ce que les réflexions menées jusqu'ici à la Fondation de l'innovation pour la démocratie et dans d'autres cercles permettent de nommer la démocratie substantive. Et cette démocratie substantive, forcément, doit pouvoir venir suppléer ou plutôt combler tous les trous de la démocratie déficiente qui est actuellement dominante dans le monde, procédant d'un modèle aussi éculé que lui-même dominant. Nous reviendrons plus tard sur ce modèle. Mais pour y arriver, commençons peut-être par la définition que Joseph Schumpeter, grand théoricien du capitalisme néolibéral, donnait de la démocratie au début du XXe siècle. Théoricien de la destruction créatrice, Schumpeter nous a laissé dans cette définition de la démocratie. Pour lui, c'est un système politique dans lequel les principales places au pouvoir sont conquises à la suite d'une lutte concurrentielle par le vote du peuple. Donc, dans sa logique de la destruction créatrice, qu'il appliquait évidemment à l'étude du capitalisme, comparé au socialisme en rapport avec la question démocratique,
il proposait que c'est le capitalisme qui est plus concurrentiel et donc par conséquent plus porteur de démocratie. Le sous-entendu ici, c'est que la compétition va apporter la destruction créatrice dans la mesure où les propositions politiques les plus à jour, les plus scientifiquement avérées, vont être plus compétitives et vont donc emporter l'adhésion populaire, mettant de côté les propositions, les postulats, les corrélats précédents. Tout comme dans le domaine économique, les nouvelles technologies font disparaître les anciennes, métiers en faisant apparaître de nouveaux et en accroissant toujours plus la prospérité. Donc, pour Schumpeter, le vote, dans le cadre de la démocratie capitalistique, devrait amener à plus de démocratie, à une sorte d'optimalisation permanente de la démocratie. Bien entendu, nous savons aujourd'hui de manière absolument certaine qu'il n'en est rien. D'abord parce que l'élection, par elle seule et à elle-même, ne fait pas la démocratie. La vraie démocratie risque très bien de résider avant les élections, où se détermine et agit le type de société dans lequel on vit, ce qui a un impact fort d'ailleurs sur la qualité des élections qu'on organise, le processus, la transparence des résultats, etc. Mais aussi après les élections, la vraie démocratie, c'est aussi après les élections, peut-être surtout, lorsque l'on met en pratique, on met en œuvre un programme politique visant à consolider non seulement le type de société dans lequel on vit, avec des coordonnées qui président à une meilleure vie des institutions, de l'économie et de la culture, mais également des manières selon lesquelles le démos organise et réalise tout cela dans la liberté et la créativité, qui soit profitable au plus grand nombre, à tout le moins, sinon pour tous. Bien entendu, avec des effets récursifs sur le bon gouvernement. J'introduis ici cette différenciation entre le bon gouvernement et la bonne gouvernance. On peut faire de la bonne gouvernance avec des coordonnées insuffisantes, parfois fausses, comme celle du néolibéralisme actuel. On sera noté comme faisant de la bonne gouvernance sans que cela relève du bon gouvernement. Et donc, pour revenir à l'actualité, les éléments mis en avant par les jeunes Sénégalais qui viennent de remporter l'élection présidentielle sont pour deux de ceux des plus intéressants, la refondation institutionnelle et la lutte contre la corruption. La refondation institutionnelle participe de la réorganisation sociale, tandis que la lutte contre la corruption nous interpelle sur les régimes de prospérité. J'ai proposé ailleurs le continuum invention politique, refondation institutionnelle et développement endogène comme base et support de l'innovation démocratique en Afrique et même ailleurs dans le monde, on y reviendra. Et donc, pour toucher directement le problème de la corruption, elle est un élément clé de la démocratie, dans le sens où elle pose la grande question de savoir, ne peut-on pas prospérer en étant intègre? C'est une question à laquelle l'économie néolibérale a bien du mal à apporter une réponse affirmative. Puisque la corruption ne profite jamais qu'à une petite minorité de corrompus, ou qu'à la petite minorité de corrompus, pour le confort de laquelle elle détourne et réaffecte les ressources qui appartiennent à tout le démos, le peuple, la démocratie, n'est-il donc pas clair
qu'un régime de prospérité ou un système d'organisation sociopolitique qui favorise la corruption ou est porté par elle est antidémocratique, même s'il organise des élections plus ou moins crédibles. Or, justement, l'idéologie néolibérale et capitalistique n'apparaît-elle pas précisément comme produisant ces situations de corruption endémique, non certes comme des externalités négatives, mais plutôt de façon systémique comme des nécessités de fonctionnement. Bien entendu, pendant le même temps, ce système d'organisation détruit la planète en détruisant l'environnement. Dans ces conditions, cette idéologie qui sert de référence à nos expériences et situations démocratiques aujourd'hui dans le monde et en particulier en Afrique, n'apparaît-elle tout simplement pas disqualifiée pour fonder, éclairer, orienter la démocratie tout court et surtout la démocratie dans les longues transitions qu'on lui connaît dans des régions comme l'Afrique? Voilà qui rend impérative et urgente la recherche des alternatives. Mais alors, quelles alternatives? En tout cas, c'est cette exploration que je vous propose au cours d'environ l'heure et demie qui nous reste à passer ensemble pour échanger. Et les propositions que je vais faire viseront à indiquer des voies, des moyens de donner plus de substance à la démocratie au regard de ses limites ou des limites du modèle actuel, qui est donc un modèle sinon antidémocratique, sinon non démocratique, du moins un modèle de démocratie désubstantialisée, vidé de sa substance. Et donc, cela revient à énoncer les bases d'une démocratie substantive, d'où l'intitulé de mon propos sur les variations substantivistes. Par variation, j'entends l'ouverture des options, étant entendu que les alternatives sont possiblement multiples et qu'il n'est absolument pas question de proposer une et une seule nouvelle camisole de force, mais d'adopter une posture que je qualifierais, au sens où l'on entend aujourd'hui dans la nouvelle pensée africaine, de possibilisationniste. La posture possibilisationniste est celle qui identifie les facteurs d'éradication de la possibilité, et ici, la possibilité de vivre autrement, de vivre, d'être libre authentiquement dans le cadre de sociétés organisées par une démocratie authentique substantielle. Et donc, l'approche possibilisationniste consiste à la mise en évidence des conditions de repossibilisation, là où règne l'éradication de la possibilité, notamment par les systèmes hégémoniques. J'entends l'hégémonie ici dans son sens gramscien, évidemment, qui traduit la domination par consentement. Aujourd'hui, dans le modèle néolibéral, nous sommes en train de nourrir la domination par consentement par toutes les aspirations et les admirations que nous manifestons lorsque nous émulons les systèmes de production, d'accumulation et de consommation. Et la consommation aujourd'hui est véritablement ce qui est le plus recherché dans l'espace social, l'espace public, l'espace économique. Or, la consommation capitaliste aujourd'hui participe de l'hégémonie où nous nous laissons dominer de manière consentie. Donc, une réflexion sur une démocratie plus substantielle est une réflexion, si vous voulez, c'est une sorte d'appel à l'insurrection épistémique pour dire que nous voulons mettre fin à un certain type de domination par consentement. Nous avons constaté qu'en Afrique, par exemple, cette domination par consentement, comme dirait Bayard, se fait sous le coup de l'assimilation réciproque des élites, qui font que nous aspirons à devenir également des élites qui s'engagent en politique pour jouir. Et donc, par conséquent, nous trouvons acceptable des élites absolument illégitimes à la tête de nos États.
Je vais donc examiner ces variations. Mais d'abord, un point sur la faillite actuelle de la démocratie. Cette faillite est patente. La littérature scientifique n'en finit plus de nous donner des descriptifs, des qualificatifs sur cette faillite. Et ça, c'est aux quatre coins du monde, pas seulement en Afrique. On parle de démocratie défectueuse, de pseudo-démocratie, de démocratie hybride, de démocratie à faible intensité, de démocrature, d'autoritarisme électoral, etc., etc. Ce lexique de la décrépitude et des impasses démocratiques décrit des situations évidemment très diverses, mais qui sont toutes marquées par des exigences, comme je l'ai dit, de substantiation du projet démocratique, du vécu démocratique, des pratiques démocratiques. Comme en Afrique, on a des situations chaotiques, mais qui sont extrêmement dignes d'intérêt. Ce sont des situations où on s'attaque, par exemple, aux institutions démocratiques au nom de la démocratie. On rejette la démocratie dominante, mais ce n'est pas au nom, forcément, comme on peut l'entendre ici et là, d'une préférence pour l'autoritarisme ou la dictature. C'est vrai, on entend à l'occasion qu'un bon régime militaire devrait pouvoir mettre de l'ordre avant qu'on ne ramène la démocratie. On se refera des exemples comme ceux du Ghana, etc., ou du Burkina. Mais la vérité, c'est que même les putsch en Afrique rejettent une pseudo-démocratie pour une démocratie plus authentique. On rejette la démocratie extranéenne pour une démocratie plus authentique et donc endogène. Et il faut ici décrire, si vous voulez, deux situations matricielles pour bien comprendre cette faillite de la démocratie. Donc, je dirais dans le premier modèle, qui est le modèle de la démocratie que nous avons importé, qu'elle a intrinsèquement cette faillite en elle. Et deuxièmement, dans le cadre des institutions africaines et interafricaines aujourd'hui, que cette démocratie est plutôt une démocratie de l'émulation décadente. Prenons le premier modèle, c'est celui de la République moderne. Mais avant la République moderne, incarnée par les États-Unis, allons, si vous voulez, dans ce que l'on nous a présenté, pas forcément à raison, non, évidemment, comme étant le lieu de naissance de la démocratie. Athènes, la Grèce de Périclès. La Grèce de Périclès a inventé, pour ainsi dire, le vote tel qu'il s'est imposé aujourd'hui comme acmé de la démocratie. Sauf que, dans la Grèce ancienne, on pratiquait le vote, mais en même temps, on pratiquait l'esclavage. C'est-à-dire que nous avons là une démocratie qui pratique l'esclavage. Les dirigeants sont légitimes parce qu'ils sont élus, mais nous n'avons pas de principe aussi élémentaire que l'égalité de principe devant la loi, qui est un principe démocratique qui devrait être inattaquable. Ce qui signifie qu'en Grèce antique, dans l'Athènes de Périclès, on avait en même temps des pratiques démocratiques, des pratiques non démocratiques, et même des pratiques antidémocratiques comme l'esclavage. Après 2200 ans, nous sommes au XVIIIe siècle européen, nous avons la première expérience d'une république moderne ayant dans ses fondements les idées démocratiques. Ce sont les États-Unis d'Amérique, 1976. Alors, lorsque les États-Unis naissent en 1776, ils ont semblé avoir le choix entre la démocratie et l'esclavage. Qui fondent les États-Unis ne peuvent se mettre d'accord pour fonder les États-Unis que si on accepte que l'esclavage continue. Si on décidait d'abolir l'esclavage en 1776, la plupart des États fondateurs de cette fédération qui est aujourd'hui à 50 et plus d'États, ces États-là n'auraient pas accepté, il n'y aurait pas eu d'États-Unis. George Washington, le premier président des États-Unis, était propriétaire d'esclaves. Son successeur, John Adams, etc. Si bien que le plus vieux des Founding Fathers, Benjamin Franklin, quand il vieillit, il est l'un des seuls Founding Fathers à vraiment s'élever contre l'esclavage
Et nous savons combien de temps cela prendra pour abolir l'esclavage aux États-Unis. Mais c'est ce modèle libéral, capitaliste de démocratie, qui joint les pratiques super antidémocratiques et des pratiques démocratiques tout à fait non susceptibles de rejet, dont nous avons hérité. Et aujourd'hui, pour réinventer le lien social, la politique et les institutions sur des bases démocratiques en Afrique, il faut bien prendre la mesure des transplants de nos institutions qui viennent de ces deux expériences fondatrices que je viens d'évoquer. Alors, le cadre institutionnel arrêté en Afrique a pour composant matriciel une union continentale à vocation fédérale ou confédérale, des États-nations aux frontières coloniales intangibles, la démocratie libérale et l'économie de marché, le tout fondé sur une approche du lien social régie par l'idéologie individualiste. Et cette idéologie individualiste a pour conception du succès la compétition mimétique pour la consommation ostentatoire. Comme les églises, vous allez voir que les églises de réveil prônent le salut individuel, la lutte contre les démons, la lutte contre les traditions africaines. Le salut est individuel. La monade sociale, le nœud social, ce n'est pas le foyer, ce n'est pas la famille, c'est l'individu. Pourtant, ces composantes de base que je viens de citer au fondement des institutions africaines, interafricaines et panafricaines, mettent en évidence des erreurs dirimantes liées aux prescriptions du lien social. Nous sommes des sociétés communautaires qui s'imposent l'individualisme sans que l'individualisme ait prouvé à aucun moment sa capacité à mieux régler, réguler ou rendre productives nos sociétés. De la même manière, donc, les institutions qui sont les nôtres ne peuvent que manquer de légitimité, en tout cas d'assises, dans la mesure où, basées sur une pensée d'emprunt, elles sont elles-mêmes des transplants qui n'ont aucune contrepartie dans la culture et la mémoire historique. Évidemment, ce déficit peut être réglé, résolu par une adaptation translative. Nous voyons bien que la dite adaptation n'est pas au rendez-vous des politiques publiques en Afrique contemporaine. Il faut donc repenser de fond en comble les États et sociétés africains, la démocratie, à partir d'un projet enraciné que peuvent éclairer certains concepts comme l'économie solidaire, l'État multinational, la démocratie consensualiste et d'autres alternatives endogènes qu'il faut donc systématiser dans le cadre des variations que j'ai qualifiées de substantivistes. Allons donc faire examiner point par point, ou alors l'une après l'autre, les trois grands domaines de ces variations, en commençant par l'organisation sociale. Je viens de mentionner que nous avons une organisation sociale basée sur l'individu, mais évidemment, les institutions, elles, sont basées sur l'État-nation. Or, l'État-nation, dans sa conception moderne, c'est un État mononational, monoculturel, monolingue, et donc, par conséquent, il est assez étrange qu'on veuille construire une démocratie en imposant au corps social, en imposant comme base d'organisation sociale un modèle qui correspond si peu à nos sociétés qui sont multinationales, multiethniques, multiculturelles, multilingues et tous les multi que vous pouvez imaginer. Donc, l'organisation sociale de la démocratie libérale sur l'État-nation démocratique, le plus souvent centralisé, mais même, disons, à sa décharge, en cours de décentralisation, ne correspond tout simplement pas. Cette seule imposition de la forme d'État national est pseudo-démocratique dans le meilleur des cas. Si on veut une démocratie plus substantive, nous ne
devons pas seulement avoir des individus gouvernés dans le cadre d'un État-nation, mais nous devons exercer le principe cardinal de la démocratie qui est le droit de s'auto-gouverner. Le droit de s'auto-gouverner ne s'exerce pas seulement au niveau des États souverains. Il faut peut-être même commencer par découpler la démocratie et la souveraineté. La démocratie, le jeu démocratique, les institutions démocratiques ne concernent pas seulement l'État souverain. Si on ne peut évidemment s'auto-gouverner sans un État souverain, qu'en est-il à l'intérieur de cet État souverain, de l'organisation sociale? On aurait très bien pu dire, dans le modèle hegelien, il y a un seul peuple historique, doté de liberté et de philosophie, et il a le droit de dominer tous les autres. On l'a fait dans le cadre colonial. On aurait donc peut-être un seul grand État ou des grands empires coloniaux qui auraient le droit de nier leur souveraineté à des territorialités comme les nôtres en Afrique. Mais ça ne correspond pas au modèle démocratique, au modèle souverainiste. Dans ces conditions, étant donné qu'on a le droit de s'auto-gouverner dans le cadre de ces formations socio-étatiques territorialisées, nommées États-nations, abusivement, comme je viens de le dire, on doit permettre aux composants de ces États-nations de s'auto-gouverner, et c'est là l'un des objectifs de la décentralisation. Oui, entre la centralisation et la décentralisation est un pas vers la substantivation de la démocratie. La décentralisation participe de ces évolutions vers ce que Robert Dahl appelle la rupture avec la monarchie et les évolutions vers la polyarchie. La monarchie étant le gouvernement d'un seul et la polyarchie le gouvernement de plusieurs. Mais nous ne sommes pas partis, nos transitions ne sont pas parties des monarchies à proprement parler, même si certains de nos chefs d'État se sont rêvés ou se rêvent monarques, le droit divin. Nous sommes partis plutôt des autocraties, des monocraties. Il faut donc que la démarche d'organisation sociale plus proche de la démocratie substantive est donc celle qui ira en parallèle avec cette idée de Dahl vers non pas la monocratie, mais la polycratie, c'est-à-dire le gouvernement de plusieurs. Dans quelle mesure sommes-nous en train d'avancer vers l'ouverture du gouvernement à plusieurs, au plus grand nombre, non pour que le peuple ne soit pas seulement gouverné par ses représentants plus ou moins bien élus, mais que le peuple soit effectivement autogouverné à travers les institutions qu'il s'est choisi. Les peuples d'Afrique, de par leur culture, n'ont pas choisi l'organisation sociale État national. Ils acceptent cette organisation. Et cette organisation a son importance, mais elle ne peut être véritablement légitime que si les légitimités endogènes, les légitimités traditionnelles, lui délèguent effectivement leur légitimité. Ce faisant, lui doit par boucle récursive donner à ces composants de la société la possibilité de s'autogouverner au niveau local. Mais lorsqu'on pense à la démocratie aujourd'hui, dans le cadre de nos républiques décentralisées, on ne pense pas en ces termes-là. On est hostile à l'ethnie. Mais on n'est pas hostile à l'ethnie parce que l'ethnie est un problème par elle-même. On est hostile à l'ethnie parce que la pensée, la réflexion, l'idéologie État national est opposée à l'ethnie. François Ier a réuni la France sous une seule langue et une seule ethnie au prix du glaive. C'est l'épée qui a forcé les Français à renoncer à leurs ethnies. Mais tenons-nous bien tranquilles, jusque-là aujourd'hui la France a bel et bien ses ethnies. Elle a ses Bretons, elle a ses Basques, elle a ses Corses, etc. Et donc, il n'y a vraiment pas à proprement parler un État-nation, sauf peut-être l'Allemagne et l'Autriche. Les États sont des États multinationaux et, comme le proposait déjà, je veux dire, dans la ligne où le proposait déjà le géopoliticien congolais Moïla Tchiembe, l'organisation sociale qui sied le mieux
à la démocratie substantive, non seulement en Afrique, comme il le disait, mais je pense ailleurs dans le monde, c'est une démocratie dans un État multinational. Une démocratie qui reconnaît le caractère non pas État mononational du corps social, de l'organisation sociale, mais qui calque l'organisation sociale sur la nature multinationale, multilingue, multiculturelle, multiethnique de la société. Donc, les luttes pour la démocratie substantive ne sont pas seulement au niveau des pouvoirs constitués, elles sont au niveau du pouvoir constituant. Et c'est là que se jouent toutes les alternatives. Lorsque on est capable de réorganiser la société en faveur de la démocratie substantive et sur la base de ses composants, alors ces composants ont la possibilité de se constituer comme les constituants, ceux-là qui peuvent faire la révolution et dire à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas de cette constitution que nous voulons, ce n'est pas de ce type de société que nous voulons, ce n'est pas de ce type d'organisation sociale que nous voulons, et surtout, ce n'est pas de ce type de démocratie électorale vide que nous voulons. Nous voulons un cadre d'organisation sociale où nous pouvons nous organiser de manière à pouvoir nous autogouverner à toutes les échelles. À l'échelle, si l'on veut, nationale, les échelles les plus hautes, l'échelle sous-régionale, l'échelle panafricaine, puisque l'Afrique veut construire une fédération ou une confédération continentale, mais également au niveau infranational, de toutes les distinctions, les catégories infranationales que j'ai évoquées tout à l'heure. Tant que l'État pseudo-mononational africain continue d'accaparer sur des bases extranéennes le droit absolu et exclusif de décider qu'il est l'acmé de l'organisation sociale au mépris des composants de la communauté dite nationale. À partir de ce moment-là, ces communautés-là perdent au moins une partie de leur droit de s'autogouverner. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de sécession, il ne s'agit pas d'organiser les États, de faire de chaque ethnie un État, absolument pas, mais il est important que les peuples, les cultures puissent s'autogouverner, puissent s'autogouverner dans le cadre d'États démocratiques, s'autogouverner démocratiquement. Et c'est sur cette base-là qu'elles auront effectivement la possibilité d'injecter de la démocratie, de la vitalité démocratique, non seulement dans les institutions, dans le sens bottom-up, mais également d'ancrer en elles-mêmes les différentes modalités du gouvernement au niveau national. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La démocratie substantive nécessite qu'on procède peut-être dans le modèle fractal africain, où la structure en grand est la même que la structure au petit niveau, et c'est la préparation à se gouverner au niveau les plus élevés. Par exemple, on ne peut pas vouloir construire une fédération africaine et s'opposer aussi violemment au fédéralisme à l'intérieur de nos pays. Il y a là quelque chose de schizophrène. Je sais que nous sommes de grands jacobins, surtout nous les francophones, qui manifestons le tropisme d'une incompréhension mais totale vis-à-vis du fédéralisme que nous confondons facilement au sécessionnisme. Mais si nous voulons procéder de cette manière fractale, alors, comme on l'a dit à Addis Abeba en 1963, il faut se préparer à être gouverné dans une structure fédérale panafricaine. Et la meilleure manière de s'y préparer, c'est d'avoir des expériences fédérales, surtout là où l'organisation sociale, ou à défaut de l'organisation sociale, les configurations anthropologiques des sociétés veulent que nous soyons, après tout, dans des pays comme le Cameroun, Afrique en miniature, comme on dit, mais donc dans la plupart des pays africains, que nos pays soient, in fine, des fédérations de culture. Nous ne pourrons pas gouverner des fédérations de culture comme si on gouvernait un État mononational. Il y a là un scandale qui fait que la démocratie devient difficile à construire et encore plus à vivre dans ces conditions.
À côté de l'organisation sociale, donc, évidemment, lorsque je parle de variation, il n'est pas question d'imposer l'État multinational à qui que ce soit, tout comme il ne devrait pas être acceptable d'imposer l'État mononational à qui que ce soit. C'est pourtant cette imposition qui est faite, alors que l'autre serait plus vertueuse. Mais bien qu'elle soit potentiellement plus vertueuse, il n'est pas question de l'imposer. Il est question, c'est pour ça qu'on parle de variation, il est question que le peuple, le démos, considère le développement politique, démocratique, comme un apprentissage et donc fassent leurs propres expériences au lieu d'être soumis à des camisoles de forme de type État-nation, qui ne veut absolument rien dire dans nos contextes et dans la plupart. Deuxièmement, il y a les variations sur les idéologies. Par idéologie, ici, j'entends les systèmes d'idées, tout simplement. Je n'entends pas les anathèmes qu'on se jetait pendant la guerre froide, où on disait que l'idéologie, c'est la pensée de l'autre. L'idéologie, c'est les systèmes d'idées. Alors justement, nous avons déjà commencé à évoquer ces systèmes d'idées. Le système d'idées dominant aujourd'hui, c'est le néolibéralisme. Et nous l'avons dit, il est basé sur l'individu, le primat de l'individu. Ce n'est pas le primat de la société. Donc, les idées aujourd'hui ne sont pas sociocentriques, comme dans nos cultures traditionnelles, par exemple. Elles sont individualocentriques. De ce point de vue, elles ont des effets centrifuges incroyables. Et donc, il est nécessaire d'avancer vers d'autres types d'idées, d'autres systèmes d'idées. Surtout que le néolibéralisme et le libéralisme qui nous sert de base sont des systèmes, comme on l'a dit, procédant d'un capitalisme pillard de type colonial, qu'on voit déjà chez Hobbes, etc., chez qui le libéralisme, c'est la liberté de coloniser. La dialectique idéaliste hegelienne affirme, comme je l'ai dit avant, qu'il ne peut y avoir qu'un seul peuple historique à la fois, un seul peuple libre à la fois, un seul peuple doté de philosophie à la fois. Après les Grecs, c'est les romano-germains, chrétiens. Et donc les autres doivent se soumettre à l'impérium de ce peuple-là, etc. Donc aujourd'hui, si le néolibéralisme prône des idées de liberté de choix, comme chez Milton Friedman, etc., s'il s'est imposé à travers Reagan et Thatcher sur la base de l'école de Chicago portée par Milton Friedman, c'est une idéologie de type impérial. Or, comme nous l'a démontré Hannah Arendt, l'impérialisme, c'est le creuset même du totalitarisme. Nous sommes donc en train d'essayer, au fond, de faire la démocratie avec des idées totalitaristes. Et ceux qui le font sont ceux qui ont vaincu le nazisme, mais qui, on ne le craint pas, on le sait, revisitent constamment les techniques nazies sous le couvert de la démocratie. Et on a bel et bien un totalitarisme idéologique. Il se résume dans une simple formule, qui est la grande formule du capitalisme d'aujourd'hui. Et qui était pratiquement, je dirais, amusante de mon modeste point de vue. En 2007-2008, lorsque l'on a eu la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression de la fin des années 1920, tout le monde a dit qu'il faut réinventer le capitalisme. Personne n'a réfléchi pour dire, mais puisque c'est le capitalisme qui est le problème, il faut le remplacer par un système plus démocratique, plus efficace, plus soutenable. On a dit non, il faut réinventer le capitalisme. Pourquoi? Ça tient en une phrase, très bien en anglais, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme néolibéral. Donc, nous savons que le capitalisme néolibéral, comme tous les capitalismes d'ailleurs, est schizophrène. Il détruit ce dont il dépend, et d'abord l'environnement, mais également la citoyenneté, mais également l'État. Et donc, nous voulons une citoyenneté démocratique, des États démocratiques, une relation démocratique au vivant, de type symbiotique. Dans ces conditions, il faut de nouveaux corpus d'idées pour pouvoir non seulement formuler la démocratie substantive, mais également l'instituer, l'expérimenter, l'agir, l'installer même dans l'invention du quotidien, comme dirait Michel de Certeau. Et donc, de ce point de vue, quelques propositions ont été faites. Si vous voulez, le grand potentiel de l'Afrique dans ces conditions a été mis en évidence par des spécialistes comme Goran Haydn, qui a démontré que les systèmes
d'idées et les systèmes matériels de production, d'accumulation, de consommation dans l'Afrique des traditions ne sont ni capitalistes ni socialistes. Donc, pendant très longtemps, on nous a dit que nous devons être soit capitalistes, soit socialistes. Et Frantz Fanon nous a rappelé que tant que persiste ce choix cornélien, l'Afrique ne peut pas être indépendante parce que si on était indépendant, on aurait d'autres choix que la camisole de force, soit communiste, socialiste, soit capitaliste. Et donc, tant qu'on continue à nous imposer une de ces idéologies, en réalité, notre souveraineté est sujette à caution et par conséquent, la démocratie est sujette à caution. De toutes les façons, elle n'a aucune chance d'avoir suffisamment de substance pour conduire, s'approcher à tout le moins de ce que nous appelons une démocratie substantive. Et donc, si les systèmes africains ne sont ni capitalistes ni socialistes, ils sont les mieux adaptés à la réflexion sur les alternatives. Et parmi les alternatives qui ont été proposées, j'ai proposé avec Charles Binambi Koï l'alternative de l'endogénisme, l'économie endogéniste. Une économie, l'endogénisme émergentiste, c'est-à-dire on ne se base pas sur le libéralisme ou sur le capitalisme, mais plutôt sur une approche fondée sur les atouts endogènes, les capacités et capabilités endogènes, y compris les idées endogènes à chaque société. À partir de ce moment, nous avons une sorte de démocratisation de la vie des idées pour conduire à la génération de la démocratie dans les sociétés complexes contemporaines. Et donc, les sociétés complexes étant des sociétés qui génèrent des émergences, terme très galvaudé par nos gouvernants qui ne semblent pas en connaître la première signification, évidemment, nous proposons l'endogénisme émergentiste. L'émergentisme étant ici le développement des capacités de faire surgir des propriétés irréductibles à la combinaison initiale dans un système. C'est-à-dire que les économies doivent être capables de générer plus que leurs inputs. C'est ça même le domaine de l'émergence. Et donc, à ce niveau-là, il est question d'avoir des idéologies symbiotiques où nous cessons d'être comme dans le modèle de raisonnement dominant comme maître et possesseur de la nature, mais plutôt d'organiser des coexistences. Parce que la démocratie, c'est d'abord une culture de la retenue. Je peux détruire la nature pour faire du profit, mais je me retiens. Je peux voler le bien public pour prospérer au détriment du collectif, mais je me retiens. C'est à partir de telles idées qu'on peut avoir une véritable démocratie substantive basée sur la coexistence des entités constitutives ou compositionnelles de tout système social à vocation démocratique. Je vais passer rapidement, je crois que mon temps est en train d'expirer. On arrive donc au régime de production, au régime de prospérité. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons des systèmes d'organisation de l'économie qui ne sont ni socialistes ni capitalistes, allons chercher là-dedans, on aura des rudiments de la démocratie, d'une démocratie économique. Celle-ci doit d'abord consister à se poser la question inverse de la question que l'on se pose aujourd'hui lorsqu'on veut construire les régimes de prospérité dits émergents. Dans le discours de nos chefs d'État et de gouvernement, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui nous manque pour émerger aussi comme les autres, c'est-à-dire construire des systèmes de prospérité comme les autres, les pays dits émergents. La véritable question à poser, elle est sur les bases endogènes. C'est de quoi disposons-nous pour atteindre nos finalités de développement, de transformation structurelle, d'industrialisation, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment, nous pouvons dire que la démocratie sera substantive à deux niveaux. On va, d'un côté,
injecter dans la grande masse des activités, dans le foisonnement des activités, les activités économiques du plus grand nombre. Et les politiques de développement seront effectivement celles qui auront été inspirées par ces atouts-là. Donc, si on regarde la situation aujourd'hui, on se rend compte que les États africains se privent de la majorité de leurs sources de croissance dans leur processus de développement parce qu'ils sont esclaves des idées extranéennes, exogénistes, néolibérales notamment. 52,4% du produit intérieur brut des pays africains relève du domaine du secteur des traditions et du secteur informel. 52,4%, c'est une majorité absolue. Ça veut dire que ce qui est concerné par les politiques publiques ne concerne que 47,6%. Nous ne sommes pas ici dans l'épistémologie de la démocratie. Parce que celle-ci veut, l'épistémologie de la démocratie veut qu'on décide sur la base des informations les plus avérées, sur la base des analyses les plus convaincantes. Les informations les plus avérées et les ressources les plus utiles, les sources de prospérité en réserve les plus importantes portent sur 52%. On néglige ce domaine, on le met de côté, on travaille sur 47%. Ce n'est déjà pas, d'un point de vue épistémique, une bonne approche. Et maintenant, on ne peut pas avoir des régimes de prospérité à ce niveau-là. Et donc, si on pousse à l'extrême, je vais terminer par là, ces idées endogénistes, on peut également créer au niveau global une démocratie économique tout à fait révolutionnaire qui va mettre fin au pillage, qui va mettre fin aux injustices, qui va mettre fin, si vous voulez, simplement à ce qu'on appelle l'impérialisme prédateur. Si nous appliquons l'endogénisme, chaque région du monde, chaque pays transforme les atouts qui sont les siens. C'est-à-dire, on pourra par exemple dire à la France, écoutez, comme vous ne venez pas fabriquer votre vin, comme vous ne venez pas fabriquer votre vin en Afrique, vous avez les raisins chez vous, fabriquez des vins chez vous, les Africains attendent le vin déjà bien manufacturé chez eux. On vous demande à vous, à la France, à la Suisse, aux États-Unis, à tout le reste, d'attendre le chocolat chez vous et cesser de venir dicter votre loi sur l'exploitation de la matière première en Afrique. Si on fait ainsi, avec toutes les matières premières, ce serait une véritable justice économique, une véritable démocratie économique à l'échelle globale, évidemment qui rétablira une justice au niveau des rapports de force qui ne seront pas seulement basés sur la force de ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale au Conseil de sécurité, mais on aurait une véritable démocratie globale où la justice sera forte et la force sera juste. Évidemment, ce sont des idées révolutionnaires, mais il faut les faire entendre pour entamer aujourd'hui un processus sur le démos global, plus effectivement s'auto-gouverner. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dr Jean-Eudes, qui nous a gratifié d'un riche enseignement. Bravo pour la qualité vraiment des arguments. Alors, je vais juste m'essayer à faire juste une synthèse de tout ce que vous avez dit. Alors, d'abord, le conférencier a commencé par remercier le professeur Achille Mbembe, qui est l'une des figures de proue de cette nouvelle ère de démocratie, ainsi que les organisateurs de ce 4e cycle de débat sur l'innovation. La démarche mobilisée a consisté d'abord à définir les concepts clés avant de faire une analyse des variations et de proposer des alternatives. Mais actualité oblige, le conférencier a juste fait un tour sur l'actualité sénégalaise qui a consacré la victoire, n'est-ce pas, du PASTEF
à l'élection présidentielle. Victoire donc du PASTEF, qui s'est fondé, n'est-ce pas, sur des principes démocratiques, notamment la refondation des institutions et de la lutte contre la pauvreté. Alors, au titre donc des variations, d'abord au titre des définitions, le conférencier a défini la notion de démocratie et il s'est appuyé sur celle proposée par Schumpeter, qui, selon lui, est une lutte, est un système politique dans lequel le pouvoir se conquiert par la lutte. Également, il a fait la différence entre les notions de transparence, de démocratie et de bonne gouvernance. Au titre donc du constat, le conférencier donc a posé le nœud du problème, qui est que la démocratie telle que nous la vivons actuellement a été vidée de sa substance. Et donc, cela a conduit à mener des réflexions pour trouver des solutions palliatives. Au terme, donc, au titre des analyses sur les alternatives, il propose l'organisation sociale basée sur l'État-nation, qui correspond très peu à... Non, il a fait d'abord le constat que l'organisation est basée sur l'État-nation, qui correspond très peu à nos sociétés, car nos sociétés sont multiculturelles. Et donc, comme solution, il propose de découpler la démocratie et souveraineté. Il propose également la décentralisation, car elle participe à la consolidation de la démocratie. Il propose également la polycratie comme système politique, qui est un système qui est basé sur, correspond au mieux, n'est-ce pas, à nos sociétés, car elle puise ses sources dans nos valeurs endogènes. Également, en termes d'idéologie, il a parlé de se préparer, n'est-ce pas, à ce que nos États soient gouvernés dans un esprit de fédéralisme. Pour donc terminer cette brève synthèse, l'auteur propose comme alternative l'économie endogénéisme, qui est basée sur des capacités endogènes. Il propose également d'organiser les coexistants dans ce système-là, de sorte à pouvoir optimiser le processus démocratique. Comme régime de prospérité, il a parlé de démocratie économique, mais il propose de s'interroger autrement. C'est-à-dire, la question la plus fondamentale pour lui, c'est de commencer par de quoi est-ce que nous disposons, lesquelles dotations permettraient, n'est-ce pas, d'atteindre notre objectif de développement. Alors, messieurs et mesdames, je pense que la parole est libérée et vous avez droit à la parole. Colline, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Il y a D'accord. plusieurs questions qui ont été posées dans le chat. Donc, soit on peut les lire, soit je donne la parole à ces personnes. Je propose qu'on donne la parole à ces personnes. Ça fera plus humain. Ouais, alors allons-y. On va commencer du coup avec la question de Denis Augustin Samnik. Alors Denis, je vais vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Voilà, c'est fait. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Voilà, Denis, merci. Ah, voilà. Vous m'entendez? D'accord. Oui. Non, c'est une question rapide pour Jean-Eudes Biem. Hein. J'essaye de mettre en lien sa réflexion avec la question de la prospérité qu'il a développée, du moins qui figurait parmi les variables qu'il devait expliquer aujourd'hui. La prospérité, surtout en termes d'avenir, en termes de futur.
Donc, je me posais la question de savoir, à partir du moment où les peuples ou les ethnies contemporaines font elles-mêmes partie du système capitaliste, comment pouvons-nous être sûrs que ces ethnies d'aujourd'hui qui font partie du système capitaliste peuvent développer une idée de démocratie substantive qui prendra en compte les besoins de demain? En fait, ma question, je sais que Jean-Eudes maîtrise très bien la pensée de Pierre-Onza Vallon. Ma question va davantage sur le lien entre la démocratie et la temporalité. C'est-à-dire, comment pouvons-nous être sûrs qu'en définissant une démocratie substantive aujourd'hui, qui épouse en fait les idées que tu as développées maintenant, cette démocratie substantive-là prendra en compte les besoins de demain et de la complexité du futur? C'est en fait ça ma question. Merci. Merci beaucoup, Denis Augustin. Toujours des questions complexes sur la complexité. Je te remercie. Alors, tu as tout à fait raison de souligner que nous sommes tous embarqués dans le système capitaliste, pour ainsi dire. Il n'y a pas aujourd'hui une place d'où on va partir pour mettre notre pied dans le système capitaliste. D'autres termes, comme dirait Heidegger, nous sommes toujours déjà embrouillés dans les histoires, l'histoire du capitalisme en particulier. Maintenant, évidemment, je ne suis pas, il n'est pas question ici de faire de la futurologie certaine, mais on peut faire de la prospective, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici. Est-ce que les ethnies sont le plus, je reformulerai la question comme ça, le plus fortement susceptible, compte tenu de la dépendance à une trajectoire qui implique le capitalisme, susceptible donc d'aller vers la démocratie substantive au niveau de leur construction de la prospérité. À ce niveau, je dirais que tout est possible, mais on peut réduire l'incertitude. Et l'une des manières de réduire l'incertitude, c'est précisément que le capitalisme est pour l'essentiel pour les ethnies en Afrique, ce ne serait pas forcément la même chose en Amérique du Nord, aux États-Unis notamment, où ce qu'on appelle les tribus indiennes, ou au Canada, les Premières Nations, parquées dans les réserves aujourd'hui, utilisent leurs réserves comme des zones franches ou des paradis fiscaux pour qu'on a construire des casinos qui sont évidemment des unités de production parmi les plus capitalistes qui soient. En Afrique, les composants, les entités socio-anthropologiques qu'on peut qualifier de traditionnelles, certes, s'inscrivent dans l'émulation consumériste du capitalisme contemporain, mais en même temps, elles sont victimes de ce capitalisme. Et le plus souvent, elles s'alignent sur cette exploitation sauvage parce qu'elles n'ont pas le choix, étant entendu que les concessions qu'obtiennent les grandes entreprises capitalistiques pour exploiter leurs ressources ou les ressources qui sont sur leurs terres ancestrales, ces concessions-là sont faites sans leur consentement. Alors, moi, dans mon village, moi je suis de la forêt du Sud Cameroun, dans mon village, l'année dernière, nous avons dû nous battre contre une multinationale qui venait exploiter du bois. Le ministre de la Forêt, de la Faune et de la Forêt camerounais n'a jamais consulté personne, ni dans mon village, ni dans l'arrondissement, ni dans le département, ni dans la région, pour donner la concession à cette entreprise d'exploitation forestière pour descendre et couper du bois dans mon village. En raison de ma présence et de quelques autres personnes qu'on a pu organiser, nous avons pu nous opposer et limiter. Mais la personne nous a dit qu'elle avait acheté sa concession à 70 millions de francs CFA et donc il n'était pas question qu'elle n'exécute pas la concession. Donc, en revanche, si on permettait, ou alors si je parviens avec d'autres co-villageois à prendre des mesures pour exploiter cette terre, d'abord nous allons faire en sorte de l'exploiter pour que ce soit soutenable. Nous allons penser à nos enfants qui auront besoin de bois demain. Nous allons essayer de couper du bois en faisant le moins de dégâts possible sur la forêt, sur l'environnement, sur nos routes,
contrairement à l'entreprise qui vient et qui passe et qui détruit les routes avec les grumiers, etc. Donc, je pense qu'il est prévisible que les entités socio-anthropologiques africaines, si elles ont la possibilité d'exploiter leur environnement, qu'elles le fassent de manière plus soutenable, premièrement. Deuxièmement, les régulations internationales vont de plus en plus dans ce sens-là. Et je pense que si on doit faire des projections à partir de là, dans la temporalité, effectivement, ceux qui gèrent sur le plan local, la notion de développement local est nécessairement plus attentive parce que vous avez également des ressources culturelles qui vous empêchent d'une certaine manière de vous autodétruire. Je discutais avec un évêque récemment, nous sommes tombés sur quelque chose, enfin, j'ai vu chez lui quelque chose d'absolument intéressant où il disait que les pratiques ordaliques par lesquelles on détermine qui est fautif dans les traditions africaines ne sont pas forcément mauvaises, que, par exemple, les serments que l'on fait sur la base des traditions, tels que si je vole mon peuple, je meurs, et nous savons que dans nos cultures, c'est tout à fait possible. Si quelqu'un prête un tel serment, il risque de trouver la mort d'une manière ou d'une autre s'il vole les siens. Si on ne peut pas le faire au niveau étatique, je pense qu'on peut très bien le faire au niveau de nos entités socio-anthropologiques. Et je pense que de ce point de vue-là, on pourra faire le pari sur l'avenir en se disant, tout le monde prête serment, tout gouvernant, sur la tête des générations futures. Si je vole les générations futures, je serai puni d'une manière ou d'une autre. Si on le faisait, je pense qu'on serait plus responsable de l'avenir. On conduirait aujourd'hui des chronostratégies de développement qui seraient plus portées à la protection des intérêts et même de la survie, non seulement des générations à venir, mais de la planète. Très bien. Ok, merci. Oui, allô? Oui, Bérangère, Oui. vous pouvez reprendre. Oui, bien. Alors, merci bien. Mais je pense que la connexion doit être mauvaise de son côté. Je vais donner la Moi, parole. je vous entends très bien. Oui. Merci pour la réponse, Jean-Eudes. Je vais donner la parole à Mohamed aussi, qui avait demandé à poser une question. Donc, Mohamed, je vous autorise à ouvrir votre micro. Il faut l'activer de votre côté et normalement, vous pouvez vous exprimer. Si vous êtes encore Allô, avec nous. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est Oui, parfait, je vous entends Mohamed. très bien. Jean-Eudes, bien, je voudrais, avant de faire ma petite remarque et ma question, te remercier pour cette présentation. On voit bien qu'il y a une bonne connaissance de la littérature en ce qui concerne la démocratie, puisque c'est un sujet où les chercheurs ont produit pas mal d'articles scientifiques. On voit que vous les mobilisez. En tout cas, je suis très, très épaté. Merci pour la présentation. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque en disant que pour ceux qui nous écoutent, parce que quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que même les Africains ou la diaspora africaine en Occident a tendance à penser à une forme d'exceptionnalisme africain, comme si la démocratie n'était pas compatible avec les sociétés africaines. Moi, je voudrais juste casser ce mythe-là. La démocratie est bien compatible avec les sociétés africaines. Et lorsqu'on s'intéresse à certains auteurs, on comprend que l'Afrique est sur la même trajectoire que les sociétés ou les États dits pleinement démocratiques aujourd'hui. Et ces chercheurs-là nous disent que l'Afrique est juste dans une temporalité qui est différente de ces États-là. Sinon, l'Afrique est sur la bonne trajectoire. Il n'y a donc pas d'exceptionnalisme africain et que la démocratie est bien compatible aux sociétés africaines. Maintenant, concernant la présentation, même loin de moi la prétention de porter un jugement, mais je voudrais juste dire qu'il y a une vraie cohérence dans votre présentation et vous êtes fidèle à vos propositions, puisque je vois que vous êtes très orienté sur les forces endogènes et la décentralisation, et vous faites ressortir même dans vos propositions le fait de découpler démocratie et souveraineté.
et ce qui est très fidèle à la plupart, à la majorité de la littérature aujourd'hui, quand on s'intéresse aux auteurs qui s'intéressent à la démocratie. Mais moi, il y a un aspect justement qui m'interpelle, que je me pose toujours. Mais pourquoi, quand on s'intéresse à la démocratie, est-ce qu'il est pertinent dans le contexte africain de découpler démocratie et souveraineté? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le contexte africain, on sait qu'il y a une coïncidence d'intérêts entre les puissances internationales et les élites africaines, et qui permet de perpétuer souvent soit la corruption, la mauvaise gouvernance et l'autoritarisme. Quand on voit les ingérences étrangères en termes de gouvernance dans certains États africains, il y a vraiment une coïncidence d'intérêt entre ces puissances internationales et les élites africaines qui s'en fichent justement du bien-être de leur peuple. Mais est-ce qu'il est pertinent de vraiment découpler démocratie et souveraineté dans le contexte africain, puisqu'on sait que certains vous diront même, pour être extrémiste, dire qu'aucun État africain n'est souverain ou indépendant réellement. Est-ce qu'il y a cette pertinence-là? Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter là. Je sais qu'il y a d'autres intervenants qui veulent intervenir. Merci. Ok. Merci infiniment pour cette question, pour les commentaires, les gentilles remarques que vous avez faites avant votre question. Cette question est des plus pertinentes. Lorsque je parle de découpler démocratie et souveraineté, cela ne veut pas dire les rendre incompatibles. Disons, pour être simple, que c'est un découplage partiel. Ça ne peut être qu'un découplage partiel parce que, oui, je suis d'accord avec vous, la souveraineté est une condition de la démocratie aujourd'hui en Afrique. Bien entendu, il y a une question, une critique du néo-souverainisme qui est faite y compris par Achille Mbembe, mais ça c'est un néo-souverainisme justement qui prétend que, au nom de notre souveraineté, nous allons décider de ne pas appliquer la démocratie. Lors de son intervention initiale dans le cadre de ce cycle de conférences, il citait des exemples comme Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, etc., qui pensaient que la démocratie, c'était au niveau international où il fallait accorder la souveraineté aux États africains. Et à partir de du moment où les États africains avaient obtenu leur souveraineté, la démocratie était acquise, il n'était pas question de l'appliquer en interne. D'où l'épidémie des régimes à parti unique des années 60. Et une épidémie dont malheureusement n'ont pas été exempts les dirigeants, même parmi les plus éclairés d'Afrique de l'époque, y compris notre cher Osadjie-Fo Kwame Nkrumah. Et donc, ce basculement dans l'autoritarisme rampant, ubiquiste, était fondé sur cette idée, effectivement, d'une certaine manière de voir la relation entre démocratie et souveraineté. Nous avons acquis la souveraineté, nous n'avons plus besoin de démocratie. Alors, est-ce que c'est de ce découplage-là dont on a besoin? Non, en tout cas, ce n'est pas de cela que je parle. Lorsque je dis découpler les deux, c'est précisément de dire on peut appliquer la démocratie à d'autres niveaux que celui de l'exercice de la souveraineté étatique. D'où les niveaux infra, les autres niveaux. Donc, c'est un découpage partiel. Évidemment, les forces qui vont pousser les dirigeants corrompus par le bas sont les seuls aujourd'hui à pouvoir à la fois démocratiser les sociétés africaines et imposer le respect de la souveraineté à l'international. Je suis absolument convaincu de cela et c'est ce qui se passe avec la victoire du PASTEF au Sénégal. Au moins les idées, souveraineté, démocratie, le couplage souveraineté et démocratie, il est là. Mais ça, c'est au niveau de l'exercice de la démocratie au niveau macro-étatique. Cependant, si on dit la démocratie est déjà là, et donc vous êtes gouverné par vos représentants corrompus, vous exercez votre souveraineté de cette façon-là, vous n'avez pas besoin de pratiquer la démocratie au quotidien, dans vos écoles,
dans vos associations, etc., etc. À ce moment-là, on compromet aussi bien la démocratie que la souveraineté. Donc oui, les deux sont très, très combinés, les deux sont très couplés, mais il faudrait éviter le centralisme de ce couplage qui consiste à ne voir souveraineté et démocratie que par le haut. En réalité, la vraie souveraineté viendra de la démocratie. Et ce n'est pas l'exercice de la souveraineté aujourd'hui qui promeut la démocratie. L'exercice de la souveraineté sous le couvert de la pseudo-démocratie libérale est un obstacle et à la souveraineté et au développement. Le découplage, c'est donc d'exercer la souveraineté partout en Afrique, c'est-à-dire que dans tous nos modes d'organisation au niveau de nos associations de quartier, que nous instillons l'esprit démocratique à ce niveau-là, et il nous sera de plus en plus difficile d'accepter que nos États ne soient pas gouvernés par des démocrates, que nos États soient gouvernés par des élus corrompus en jonction avec ceux qui pillent nos communautés, nos sociétés, etc. Donc, disons que c'est subtil, évidemment, et j'ai parlé de variations. Il y a plusieurs postures, plusieurs possibilités là qu'il faut expérimenter, mais effectivement, il faut consolider l'idéal ici pour le recouplage. Donc, si vous voulez, on peut aller par une démarche duale qu'on pourrait qualifier de dynamique, de dialectique, même si je n'aime pas trop ce terme. Premièrement, il y a la dialectique du découplage, où on pratique la démocratie pas seulement au niveau étatique, mais au niveau infra-étatique, au niveau subétatique. Et comme on a déjà développé, ça, ce sera un peu une sorte de dialectique descendante. Et maintenant, comme on aura développé la culture démocratique, l'esprit démocratique, un habitus de la délibération, un habitus de la représentation équitable, de la répartition équitable, la redistribution équitable, de la délibération fondée sur la légitimité et le meilleur niveau d'information et d'analyse. À partir de ce moment, on engage la dialectique ascendante où on impose aux leaders corrompus que désormais, nous n'allons pas leur donner nos voix pour qu'ils nous donnent à manger, comme ça se fait dans les pratiques dites de l'état politique du ventre. Nous allons les obliger à respecter notre souveraineté à l'intérieur et à l'extérieur, notamment pour que les multinationales, en jonction avec eux, ne viennent compromettre ni la démocratie ni la souveraineté. C'est ce que je répondrai à cette question, évidemment, digne d'un grand intérêt. Merci pour cette réponse. Alors, on va donner maintenant la parole à Mengue Frédéric. Vous êtes là? Mengue Frédéric? Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci pour pour la parole que vous me donnez et pour le brillant exposé de M. Jean-Hugues Biem. Je vais essayer d'aller très très vite parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses que j'aurais à dire là-dessus. On pourrait y passer effectivement des heures dans cette discussion, mais je vais vous relancer sur le dernier aspect qui est pour moi l'aspect le plus central de la question, c'est la question de la représentativité. Vous dites qu'il faudrait arriver à permettre au peuple de s'autogérer, notamment par le mécanisme de la décentralisation, et vous proposez de s'appuyer notamment sur l'aspect ethnique. On sait effectivement que la question de l'ethnie est difficile, en tout cas dans la sphère de l'appréciation démocratique. Et ma question, ce serait de savoir, est-ce qu'au final, l'ethnie peut être considérée comme une base d'exercice ou alors d'émanation de la démocratie, quand on sait que au fondement de l'ethnie, au fondement des cultures africaines, il y a quand même cette notion de chefferie avec la série de règles auxquelles on ne peut déroger, etc. Les questions des droits des femmes, les questions des droits des enfants qui sont fortement attachées à nos cultures africaines. Est-ce que véritablement on peut impulser le sentiment démocratique par le bas, comme vous le disiez tantôt, en tenant compte de ces aspects-là? C'est le premier grand angle de ma question. Et le second grand angle sera peut-être celui qui pourrait faire le plus de débat encore, c'est
au final, est-ce que la question de la démocratie n'est pas aussi difficile que l'être humain en lui-même? C'est-à-dire que ambivalente en ce sens que c'est d'abord le ego, donc c'est d'abord nous-mêmes, et puis c'est quand même l'alter ego, c'est l'autre. Et donc au final, les réflexions que l'on se pose sur l'application à la démocratie, le respect des droits de l'homme, la souveraineté, etc., partent d'abord d'un sentiment personnel, d'un rapport à soi-même, et puis d'un rapport à l'autre, avec toute la complexité de l'être humain. Vous avez posé la question en début de propos, est-ce qu'on ne peut pas prospérer en étant intègre? Je renverrai la question, est-ce qu'au final, l'être humain est intègre par définition? Est-ce que le changement de système de représentation, le changement de système à la tête du pouvoir ou dans les différents organes sociaux suffira à avoir des êtres humains intègres, à avoir des personnes intègres? Merci. Merci beaucoup pour sa question importante et même névralgique, je pourrais dire, parce que elle touche à certains aspects tout à fait fondamentaux, non seulement de nos sociétés, mais de la réflexion à la fois sur l'institutionnalisation et la construction de nos sociétés, mais aussi elle touche aux idées fondatrices. Allons-y l'une après l'autre. La première question porte sur la possibilité de s'autogérer au niveau ethnique. Est-ce que l'ethnie peut être base d'exercice ou d'émanation de la démocratie? Alors, peut-être devrions-nous commencer ici par dissiper quelques doutes en nous attaquant aux idéologies. Premièrement, c'est une certaine idéologie état-nationale qui fait qu'on se méfie des ethnies. Il n'y a rien qui dise que fondamentalement les ethnies seraient incompatibles avec la démocratie. Sinon, l'une des justifications qu'utilisent ceux qui n'ont pas intérêt à la démocratie. Lorsque vous regardez les régimes les plus corrompus en Afrique, utilisent l'ethnie pour la corruption et après la déclarent inapte à la démocratie. Mais l'ethnie participe de la corruption parce que le système l'a installé dans ce rôle uniquement. Il n'est pas dit, et ça permet d'anticiper sur le dernier aspect de votre deuxième question, il n'est pas dit que dans un autre système, l'ethnie ne pourrait pas jouer un autre rôle. Il n'est pas dit que si on changeait de modèle institutionnel, ceux qui participent aujourd'hui de la corruption ne pourra pas participer au caractère vertueux des éléments, des coordonnées du nouveau système. Maintenant, vous avez fait allusion aux chefferies, aux droits des femmes, des enfants, etc. Premièrement, constatez que chez les Bantous, par exemple, sans qu'ils soient des sociétés acéphales, comme l'a dit une certaine littérature anthropologique bien éculée désormais, les Bantous n'ont pas de roi, le plus souvent. Ils n'ont pas de chef au sens royal ou autoritaire du terme. Lorsqu'on regarde les empereurs bantous qu'il y a eu, comme Shaka le Zulu, on sait très bien comment ça a commencé, comment ça s'est terminé. Les ethnies Nguni que Shaka a fédérées, il les a fédérées par la violence. Et lui seul a pu les fédérer après sa mort. Ces ethnies-là ont retrouvé leur, on pourrait dire, autonomie. Moi, je suis né chez les Bassa du Cameroun, c'est une culture que je connais assez bien. Et j'en ferai à ceux qui sont intéressés à la question de l'ethnie et du gouvernement démocratique versus le gouvernement autoritaire, un ouvrage comme celui de Jean Ikele Matiba, cette Afrique-là. Avant de lire cet ouvrage, j'avais lu ceux qui disaient que, effectivement, beaucoup de sociétés africaines et bantous en particulier étaient de sociétés acéphales. Mais j'ai lu là-dedans, et ça a été confirmé plus tard par mes propres enquêtes de terrain, qu'en réalité, dans la société Bassa ancienne, il n'y avait pas de chef héréditaire, mais il y avait des chefs. Et la figure du chef était
une figure élue. Il y avait un collège de gardiens de la tradition qu'on appelle les Bambombo. Il pouvait y en avoir plus, mais 9 siégeaient au conseil du village ou du clan. Et ces 9-là élisaient l'un parmi les pairs, un primus inter pares, vous parlez comme le latin, un premier d'entre les pairs qui était chargé donc de trancher. Ils étaient 9. Donc lorsque ils n'arrivaient pas au consensus, en général, le chef préférait que les 8 autres trouvent un consensus entre eux et lui donnait son onction à ce consensus. Et s'il y avait égalité au vote, sa voix comptait double. Donc, ce n'était pas du tout une société acéphale. Ce n'était pas du tout non plus une société dirigée par un chef autoritaire. Et donc, je pense que beaucoup de sociétés bantoues ont fonctionné sur un modèle comme celui-là. Aujourd'hui, on parle de chefs chez les vassals. Les chefs traditionnels ne sont pas des chefs traditionnels, ce sont des chefs administratifs. Et c'est le cas dans la plupart des sociétés, y compris les écans, qui couvrent la plus grande surface de la forêt du Sud Cameroun. Aujourd'hui, il y a un pléthore de chefs, tous les ministres sont des chefs traditionnels. Ils ne sont pas des chefs traditionnels, ils sont des chefs qui vont corrompre leurs ethnies pour avoir des postes de chefs et consolider leur stature dans le gouvernement corrompu. Donc, voilà comment on a instrumentalisé les ethnies pour en faire un adversaire de la démocratie et de l'unité nationale. C'est l'État qui organise la compétition interethnique. Mettons sur pied des États où on organise la compétition, c'est-à-dire aussi bien la compétition et la coopération interethnique sur des bases démocratiques, et je suis certain qu'on aura des sociétés démocratiques extrêmement portées sur la prospérité en Afrique. Parce qu'à ce niveau-là, effectivement, on aurait une concurrence saine. Si on fait en sorte que chaque ethnie organise des concours en son sein pour sortir les meilleurs pour aller débattre avec ceux des autres ethnies sur la forme de l'État, je suis sûr qu'on aura des pépites. Et aucune ethnie ne va envoyer un médiocre la représenter. Alors qu'aujourd'hui, dans nos sociétés de l'État les plus corrompues, ce sont les médiocres qui gouvernent. Quittons les ethnies, prenons d'autres entités, puisque l'ethnie fait peur le plus souvent. Prenons un pays comme le Cameroun que je connais bien. Nous sommes en train de décentraliser le fonctionnement de l'État. Supposons qu'on organise des concours au niveau d'abord du département ou de l'arrondissement, puis de la région. Je pense que si chaque ethnie, ou chaque département, chaque arrondissement, chaque région va envoyer des représentants compétir au niveau supérieur, cette entité-là va envoyer les meilleurs pour cette compétition-là et on construira le pays avec les plus compétents. Alors qu'aujourd'hui, sous prétexte de peur des ethnies, on recrute des médiocres qu'on impose à tout le monde et le résultat, c'est qu'on atteint des résultats dans aucun domaine, ni la démocratie, ni le développement, ni l'industrialisation, ni la paix sociale, etc. Donc, on peut obliger les ethnies à avoir un fonctionnement interdémocratique et ça existe déjà. J'en profite ici pour annoncer que la Fondation d'Innovation pour la démocratie est partenaire au projet que conduit le Centre international de recherche et documentation sur les traditions et les langues africaines sur les pratiques démocratiques endogènes d'Afrique. Nous allons mener une enquête, un inventaire cartographique des pratiques démocratiques endogènes. Nous avons des pratiques comme la Bissa chez les Nzima de Côte d'Ivoire, qui rejoint celle du Mbon de Bamoun au Cameroun, le Mbon qui a été admis l'année dernière dans la liste du patrimoine représentative du patrimoine mondial de l'humanité, géré par l'UNESCO évidemment. C'est des cultures où on déshabille le chef, on fait son bilan annuel, on l'oblige à rendre compte, et s'il n'a pas bien rendu compte, il peut y avoir ce qu'on appelle un référendum de destitution ou de révocation. Une telle pratique démocratique n'a été proposée lors de la dernière campagne électorale en France que par Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, je ne me mets pas dans la culture, mais c'est pour dire que
on a ici des pratiques qui sont plus avancées que celles des pays que l'on qualifie de canoniquement, exemplairement démocratiques. Donc, les Africains savent faire le référendum de révocation annuel. Et le chef n'est reconfirmé dans ses fonctions que s'il a rempli les conditions de service. Dans nos traditions, on allait jusqu'au régicide. C'est-à-dire, on ne révoquait pas seulement le roi, on était capable de le mettre à mort en cas de haute trahison. Et donc, même si on ne veut pas baser notre démocratie sur les ethnies, on peut tout au moins aller puiser dans les ethnies des ressources pour construire la démocratie en lui donnant de la substance et surtout de la légitimité, parce que cette démocratie basée sur nos pratiques démocratiques endogènes aura une base anthropologique, aura une base culturelle, aura une base, une profondeur historique. Personne ne pourra le nier. Les États-Unis, lorsque le président de la République prête serment, il prête serment sur la Bible. La Bible n'a absolument rien à voir avec la légitimité en Afrique. Il faudrait d'autres bases sur lesquelles on prête serment. Donc, la notion de serment est très importante, par exemple, au Japon. Le Japonais, lorsqu'il prête serment, il dit si je trahis, je meurs. C'est-à-dire, je me fais harakiri, je me tue moi-même. Il y a de telles ressources dans les cultures africaines. À défaut de baser sur les divisions ethniques ou d'utiliser seulement les aspects centrifuges des entités socio-anthropologiques, il faut aller chercher les ressources dans ces entités-là. Et évidemment, il y a, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'exceptionnalisme africain qui était antidémocratique. Évidemment, c'est une opinion qui est fausse. Je ne dirais pas non plus sur un exceptionnalisme africain qui serait pro-démocratie, mais je dirais qu'il y a beaucoup de ressources démocratiques dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos langues. Maintenant, par rapport aux droits des femmes, aux droits des enfants, l'une des propositions que je fais dans mes travaux sur l'endogénisme, c'est, par exemple, d'essayer de trouver les bonnes solutions pour développer l'Afrique à partir de ses traditions, industrialiser les traditions africaines, ce qui implique transformer les exploitations agricoles familiales traditionnelles en entreprises d'agro-business. Or, aujourd'hui, les femmes jouent un rôle énorme dans cette agriculture bio traditionnelle de l'Afrique. Mais, dans la plupart des cas, elles ne possèdent pas la terre. Il est important dans les réformes à venir des systèmes agraires de trouver comment défendre les traditions qui méritent de l'être, mais tout en donnant l'accès à la propriété foncière aux femmes africaines. Les femmes africaines sont d'un dynamisme incroyable. C'est elles qui tiennent les 52,4% de l'économie informelle traditionnelle. Il faut activer ces atouts. On ne peut pas les activer sans les femmes. Heureusement, c'est déjà en train de se passer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, les chefferies sont en train de naître partout, dans les villages et les ethnies africaines, mais en même temps, il y a des femmes qui sont chefs. Et il y a des chefs aujourd'hui qui acceptent l'accès à la propriété foncière des femmes. Et donc, ce sont des évolutions qui sont en cours, qu'il faut initier, soutenir, accélérer. Maintenant, que la démocratie soit aussi difficile que la nature humaine, parce qu'on part d'abord de soi, et donc, je pense qu'on est là dans des prédicats purement idéologiques, notamment capitalistiques. On nous a dit que le capitalisme a triomphé du socialisme, du socialo-communisme, parce que le capitalisme serait plus conforme à la nature humaine qui est d'abord individualiste. Je ne pense pas. L'individualisme, comme le collectivisme, comme le sociocentrisme, sont intrinsèques à la nature humaine. Mais on apprend à privilégier l'un ou l'autre. Nos cultures africaines, pour la plupart, ne sont pas des cultures individualistes. Ce ne sont pas non plus des cultures socialistes, on l'a dit. Lorsqu'on dit Ubuntu, l'occidental dit je pense donc je suis. Le centre, c'est le jeu et la pensée du jeu. C'est moi, c'est l'ipséité absolue, monadologique même. L'Africain dit Ubuntu, je suis parce que nous sommes, ou bien nous sommes
donc je suis. C'est deux philosophies totalement différentes. Aujourd'hui, les Africains qui nous gouvernent sur la base de l'idéologie libérale qui justifie leur rapine sur l'État vont nous dire et essayer de nous faire croire que l'individualisme est plus conforme à la nature humaine et à nos cultures. C'est faux. C'est plus conforme à leurs intérêts. Si on éduque nos enfants dans l'esprit de l'Ubuntu, ils sauront s'associer. Et je vais peut-être vous donner une anecdote ou une histoire assez révélatrice à ce niveau, qu'on appelle la parabole juive des deux voisins. Mais qui, dans beaucoup de versions, se trouve dans les cultures africaines. Alors, Dieu envoya un ange parler à un voisin et lui dit, ben, tu es très gentil, Dieu a décidé de te récompenser. Il va te donner ce que tu voudras. Mais à une condition, c'est que Dieu donnera le double à ton voisin. Évidemment, le premier voisin à qui il s'est adressé est très heureux lorsqu'il imagine comment il pourrait être plus heureux avec sa famille dans une plus grande belle maison, ou alors s'il pouvait acquérir un meilleur instrument de l'amour, comment il pourrait augmenter sa productivité agricole, etc. Il est plus heureux quand il pense à ça. Sauf que, après, il pense que son voisin aura le double et il a les crampes d'estomac. L'ange le relance plusieurs fois, il hésite, il n'arrive pas à décider. À la fin, il décide de demander que Dieu lui crève un œil. Comme ça, il crèvera les deux yeux de son voisin. Lui sera borgne, mais son voisin sera aveugle. La crise de confiance entre les Africains aujourd'hui et le nouvel individualisme que Gilles Lipovetsky appelait, dont Gilles Lipovetsky disait qu'il qualifie désormais notre ère du vide, ce nouvel individualisme-là, il n'est pas dans la nature, il est dans la culture, il est dans l'éducation, il est dans l'émulation des modes de consommation ostentatoires. On ressemble à ceux qui consomment. Et ceux qui consomment ont accès à ce qu'ils consomment par quoi? Par la corruption. Donc, on forme les enfants comme des corrompus. On leur dit, vous d'abord, les autres éventuellement. C'est une culture, c'est une éducation. On peut changer cela. Les enfants apprennent à être cruels, les enfants apprennent à être individualistes, les enfants apprennent aussi à s'associer. Nos intérêts sont convergents. Si le voisin africain apprend à s'associer avec son voisin, ça lui s'en sortira. Et je dirais un dernier mot là-dessus, c'est la clé et de la souveraineté et de la démocratie. Parce que nous avons un même problème depuis 500 ans et plus encore depuis 1500 ans. Le creuset de l'esclavage et de la prospérité de l'esclavage en Afrique est là. Dans notre culture stratégique de ces 1500 dernières années, c'est le voisin qui est le rival. Dans les grands royaumes africains qui ont bénéficié de l'esclavage, qui souvent ont été instaurés par l'esclavage, en tout cas consolidés, comme le royaume Congo par exemple, comme les royaumes du Luango en Angola, le royaume de la reine Zinga, c'était des royaumes esclavagistes. Certains royaumes ouest-africains étaient des royaumes esclavagistes. Ils se faisaient la guerre entre eux parce qu'ils devaient aller faire, un royaume devait aller faire la razzia dans l'autre royaume pour livrer des esclaves. Ça s'est fait avec l'esclavage transsaharien où on livrait les esclaves aux Arabes. Ça s'est fait avec l'esclavage transatlantique où on livrait des esclaves aux Européens. Et c'est de là que date cette culture d'hostilité de l'Africain envers l'Africain. Mais ça n'a pas fait disparaître leur philosophie de l'Ubuntu. Donc aujourd'hui, est-ce que nous allons éduquer nos enfants dans la culture antidémocratique esclavagiste ou dans la culture démocratique de l'Ubuntu? Les deux sont possibles. Nous avons le choix. Merci pour la qualité des interventions. Voilà, les questions de démocratie suscitent toujours beaucoup de débats et de réflexions. L'on passerait toute une journée, voire des mois à discuter, à rediscuter, tant le sujet est pertinent et tant les intervenants aussi font des contributions assez pertinentes. Mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Mais toutefois, nous avons beaucoup appris beaucoup de notre conférencier du jour. Le constat, il est sans appel. La démocratie actuelle est en faillite. Il nous faut puiser dans nos cultures
des pratiques endogènes pour essayer de mettre en œuvre un système démocratique plus inclusif de tous les acteurs pour la prospérité de tous. Merci beaucoup à notre intervenant, notre conférencier du jour, Dr. Jean-Eudes Biem, pour la qualité des réponses, pour l'exposé si excellent. Merci aussi aux participants pour la richesse des contributions. Je pense que nous allons nous dire au revoir et nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je laisse donc la parole à Colline pour la conclusion générale. Colline, tu as la parole. Oui, on a fait le tour, mais un grand merci à Jean-Eudes et à vous, Béranger, pour cette participation. Vraiment, je trouve que c'est très, très riche ce qu'on a eu aujourd'hui. Le plus, c'est que c'est enregistré, donc ça sera sur YouTube dans le but d'être valorisé par la suite. Je remercie aussi tous les participants et notamment pour la participation active aux questions-réponses. Et une des ambitions de la Fondation, c'est vraiment créer des espaces de débat et de dialogue. Et on voit que là, le temps n'était pas suffisant et parce qu'il faut continuer à échanger entre nous. Donc, on espère vous voir à d'autres événements de la Fondation. Ou pour d'autres conférences pour continuer un peu tout ça. Et Jean-Eudes, on fera tout de notre côté pour valoriser cette riche intervention. D'ailleurs, il y a un des participants qui demande votre contact dans la barre de chat. Donc, je verrai avec vous si on peut lui envoyer par mail absolument le contact. Voilà, donc un grand merci à tous en espérant vous voir pour les prochaines conférences ou les prochains événements. Et merci encore Jean-Eudes. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. OK, au revoir à tous. Au revoir.